Bonjour, ceci est un hors-série un petit peu particulier, un petit peu filmé à l'arrache comme on dit, sans mes petits camarades puisque on va laisser ceux-ci se reposer encore un petit peu avant la rentrée de la semaine prochaine puisque la 5e saison des Technos commence la semaine prochaine. Ça fait 4 ans maintenant que les technos commentent pour vous l'actualité technologique, enfin une certaine actualité technologique, puisque c'est toujours dépendant des choix des chroniqueurs que vous retrouvez chaque semaine. C'est eux qui choisissent les titres qu'ils ont envie de partager avec vous, et c'est eux qui les commentent et donnent leur opinion sur cette actualité technologique. On fait ça depuis 4 ans, la 5e saison, je vous le disais, commence la semaine prochaine. C'était l'occasion peut-être de faire un petit peu le point sur ce qui va évoluer prochainement chez les technos. Si vous avez l'habitude de nous regarder, tout ça va certainement vous parler. Si vous arrivez, soyez les bienvenus et voyez le changement qui s'en vient dans les jours prochains. C'est quoi les technos? Les technos, c'est un podcast audio et vidéo disponible sur à peu près toutes les plateformes, YouTube pour la vidéo, iTunes pour le podcast audio, mais également Google Podcast, et toutes les applications, ou en tout cas la plupart d'entre elles, applications de balado-diffusion ou de podcast que vous pouvez retrouver sur iOS ou sur Android. Et puis depuis tout récemment, nous sommes également disponibles via SoundCloud. Si vous avez vos habitudes de ce côté-là, vous êtes les bienvenus aussi. Comment se réalise un épisode des Technos? C'est très simple, on enregistre tout d'un seul tenant, dans les conditions des directs, comme on dit, sauf pour quelques petits détails, comme par exemple le petit générique au début, le petit générique à la fin, et un petit peu de titrage et d'illustration de temps en temps. Tout se fait presque comme si on était en direct. Donc il y a encore un peu de boulot derrière, un peu de post-production qui est un petit peu chronophage, et donc ça on va essayer d'arranger, je vous en reparle dans un instant. Pour arriver à ce résultat avec des chroniqueurs qui ne sont pas toujours à côté de moi, puisque c'est difficile de garder les chroniqueurs rassemblés au même endroit, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y en a qui sont en Thaïlande, au Luxembourg, en Allemagne, au Japon, donc c'est un petit peu difficile de les regrouper. Skype ou des caméras, ce sont des sources comme les autres. On les mélange dans un mélangeur. Ici, c'est un Blackmagic Design Production Studio 4K. Et puis pour le son, c'est pareil. Il va falloir mélanger le son également. Et pour ça, on utilise un Presonus Audiobox 1818 VSL. On vous mettra les références, n'ayez crainte, pour piloter le mélangeur à distance, puisque tout est fait à la maison sans aucune intervention extérieure de techniciens ou autres, ou d'opérateurs ou autres. Il existe une petite application qui s'appelle Strata, et qui est disponible pour iOS, et donc qui est utilisée ici sur un iPad 2, qui marche très bien d'ailleurs. D'ailleurs, il ne sert plus qu'à ça. À ça et comme qu'elle porte. Mélanger, c'est bien. Enregistrer, c'est encore mieux. Pour ce faire, on utilise un Blackmagic Design Video Assist. C'est un petit boîtier qui fait moniteur en même temps et qui permet d'enregistrer sur des cartes SD. Ce qui est mélangé, je vous le disais, c'est Skype. Pour Skype, on a 2 machines qui sont dédiées à cette application. Et puis les caméras, ce sont depuis 4 ans des petites caméras Marshall qui marchent très bien. La référence, c'est CV500M2, mais je pense qu'elle n'existe plus, cette référence. C'est un produit qui a un petit peu évolué, mais voilà, ça coûte pas très cher et ça fonctionne bien. Et puis pour l'aspect post-production, on utilise un MacBook Pro 15 pouces avec Final Cut Pro 10, tout simplement. Si on devait faire un bilan, on dirait que ça fonctionne plutôt pas mal. Depuis 4 ans, on n'a pas trop à se plaindre de la manière dont ça fonctionne. Il y a quelques aspects qui peuvent être un petit peu agaçants, on va y revenir. Par contre, il y a des choses qui sont tout à fait améliorables. Par exemple, on s'est rendu compte l'été dernier, quand on avait enregistré les hors-séries de l'été passé, ensemble sur une pelouse pour parler nouvelles technologiques, c'était plutôt sympa d'avoir plusieurs chroniqueurs dans le même plan. Les réactions des uns, des autres, c'est plutôt sympa, c'est plus vivant, quoi, on va dire. Et donc, partant de ce constat, et puisque jusqu'à présent, le matériel qu'on a ici ne permet pas de mettre plusieurs chroniqueurs dans la même image, c'était peut-être une évolution possible, probable même, qui permettait d'avoir quelque chose de plus sympathique à regarder. Deuxième amélioration possible, c'est améliorer le temps de post-production. C'est vrai que c'est un petit peu chronophage, et ce temps pourrait être mieux utilisé. L'idée, c'est de vraiment enregistrer dans les conditions du direct cette fois-ci, c'est-à-dire avec tout, l'habillage, le jingle devant, le jingle derrière, donc avoir un produit fini dès qu'on a terminé d'enregistrer un épisode, quitte même peut-être, pourquoi pas, de temps en temps, à le diffuser tout à fait en direct sur YouTube ou sur Facebook par exemple. Et puis l'aspect agaçant dont je vous parlais,
c'est Skype. Ça marche bien, vraiment, c'est sûr. Mais le problème, c'est les mises à jour. C'est que de temps en temps, les mises à jour qui se font de manière un peu automatique juste avant un enregistrement, ça peut un petit peu être nerveusement un petit peu stressant. Donc voilà. Et donc c'est un produit qui évolue très très bien pour ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de la vidéoconférence. Ça c'est très chouette. Pour ce que nous on fait, c'est un petit peu contraignant, et donc ce serait bien d'avoir, ne serait-ce que par sécurité, hein, une alternative à Skype, ou un remplaçant de Skype, dans le meilleur des cas. Alors, il faut bien le constater, ce genre de setup, c'est une forte évolution finalement par rapport aux outils existants, puisque le mélangeur Blackmagic qui est ici ne permet pas de faire ce genre de choses, de l'image, dans l'image. On n'a pas actuellement d'alternative à Skype, et encore moins la possibilité d'insérer en temps réel de l'habillage dans le flux vidéo quand on enregistre. Donc il va falloir trouver des outils pour ça, et on va se tourner forcément, j'ai envie de dire, vers ce qu'on appelle des mélangeurs software. Parce que tout ce qui est hardware, là, on rentre dans le domaine du professionnel et ça devient impayable. Non pas que les applications software soient des applications amateurs, ça évolue très très bien, et en 4 ans, j'ai pu faire le constat que ça avait fort évolué, puisque c'est une solution que j'avais envisagée au tout départ, avant de commencer les technos. Mais à l'époque, la principale contrainte qu'avaient ces applications, c'est qu'il fallait faire rentrer tous les signaux vidéo dans la machine qui allait se charger du mélange vidéo, et donc c'était des cartes d'acquisition à acquérir. C'est drôle ça, des cartes d'acquisition à acquérir. Bon. Malade. C'était des solutions qui fonctionnaient certes bien, en tout cas qui étaient prometteuses, mais qui manquaient quand même un petit peu de stabilité. Et donc il fallait qu'il y ait plus de maturité, que jeunesse se passe, que les plâtres soient essuyés. Je n'ai pas d'autres expressions qui me viennent en tête. Et vu que, aidé un petit peu par Facebook, j'ai l'impression, et par tous les aspects live qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, YouTube aussi bien sûr, mais également Twitch, plein de gens sont sortis du bois pour créer leurs applications de mélange vidéo, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de bonheur. Moi j'en ai gardé 3, qui existaient déjà il y a 4 ans. Les 3 dont je vais vous parler... Oh, perds ma voix. Les 3 dont je vais vous parler sont d'une part OBS, d'autre part vMix, et en troisième position... Wirecast, qui n'est pas une position, c'est juste l'ordre dans lequel je vais vous en parler. C'est l'ordre alphabétique. OBS pour Open Broadcast Software. C'est une application, c'est un logiciel libre et totalement gratuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est que comme souvent c'est le cas avec ce type de logiciel libre, il y a une grosse communauté de développeurs derrière qui mettent les mains à la pâte et qui créent des choses en fonction un peu des besoins des utilisateurs. Le problème de ce logiciel, pour moi en tout cas, c'est qu'il est brut de décoffrage. Il y a tout à faire dedans, il faut tout configurer, il n'y a pas un seul preset, il faut tout faire à la main. On est aidé en cela par quelques plugins, une vingtaine si je ne dis pas de bêtises, qui sont développés par la communauté de développeurs, justement, qui viennent s'ajouter à l'application et qui l'enrichissent en quelque sorte. Mais comme c'est souvent le cas avec les plugins, on est souvent tributaire aussi de la stabilité des plugins. Donc chaque petit maillon de la chaîne rend l'ensemble peut-être un petit peu plus instable. Avantage de l'application dès le départ, toute nue, c'est qu'elle ne nécessite pas énormément de ressources. Pour faire de la vidéo, normalement, il faut beaucoup de ressources. Du GPU, du CPU, de la RAM, etc. Ici, bizarrement, Open Broadcast Software, il s'en sort plutôt pas mal et n'est pas très très gourmand en ressources. Ça, c'est plutôt bien pour les gamers. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que l'application est très populaire dans le milieu du gaming, chez ceux, par exemple, qui enregistrent ou qui diffusent en streaming leur gameplay sur Twitch, par exemple. C'est fait en général, hein, il faut bien le dire, avec OBS. Peu de ressources pour OBS, beaucoup de ressources gardées pour le jeu vidéo, c'est le plus important pour eux, certainement. Et donc, chouette programme, certes, mais qui demande beaucoup de chipotage, beaucoup de réglages, beaucoup d'essais, etc. Donc voilà, et comme on voudrait quand même consacrer plus de temps à faire du contenu qu'à faire du chipotage, même si le chipotage peut être plaisant aussi, quand on n'a pas énormément de temps, il faut faire des choix, et le choix... évidemment, c'est plutôt d'enregistrer plutôt que de faire de la configuration. Mais ça peut être très ludique et très sympa à faire, hein, soyons clairs. Moi, je me suis déjà beaucoup amusé avec OBS, mais voilà, on ne peut pas s'amuser toutes les semaines de la même manière. Il faut un petit peu être raisonnable, on va dire.
Deuxième possibilité, vMix. vMix est une application que je suis depuis quelques temps maintenant, pas très longtemps, mais quelques temps quand même. C'est une application qui est éditée par une société qui s'appelle Studio Coast, société australienne qui est hébergeur de sites web et de solutions Microsoft, de manière générale, du .NET, des choses comme ça. Ça n'a strictement rien à voir avec, avec vMix, mais enfin voilà. vMix c'est une application qui a très bien évolué, je trouve, et qui part d'une bonne logique. Enfin, c'est une question de sensibilité personnelle aussi. Moi, j'aime bien la manière dont il voit les choses, et donc c'est plutôt agréable quand ça va dans le sens dans lequel on espérait que ça aille. L'important pour toutes ces applications, c'est vrai pour OBS, mais ce sera vrai également pour Wirecast juste après, c'est d'être compatible avec un maximum d'appareils d'acquisition, donc de cartes d'acquisition, parce qu'on ne sait jamais sur quoi vraiment on va tomber. Hein. On peut tomber sur une opportunité d'avoir une carte d'acquisition pas très chère. Ce serait dommage qu'elle ne fonctionne pas avec cette application-là. Donc c'est bien qu'il y ait un large spectre de matériel disponible, un large spectre également de fichiers lisibles par l'application nativement. On va pouvoir par exemple, et c'est le cas avec vMix, pouvoir lire en vidéo une présentation PowerPoint, par exemple. On n'est pas obligé, hein, mais ça le fait. C'est un exemple. Voilà, il y en a d'autres. Point positif pour nous, c'est qu'il existe un mode multiview, c'est-à-dire possibilité de mettre plusieurs sources vidéo dans la même image. C'est exactement ce qu'on veut faire hein, avec nos chroniqueurs, donc ça c'est vraiment un bon point. C'est relativement facile à configurer, il y a des presets qu'on peut un petit peu adapter à sa sauce pour les personnaliser. On peut streamer en direct vers plusieurs destinations, on peut enregistrer également sous différents formats. C'était pas demandé, c'était pas exigé, mais c'est toujours bien de savoir que ça existe dans l'application. Alors un chouette truc proposé par vMix, c'est la possibilité de se composer son propre panneau de commande via un petit serveur HTML qui est intégré à l'application, et donc il suffit avec n'importe quel navigateur à l'adresse IP de la machine sur laquelle est installé vMix, et vous avez accès à votre composition avec les boutons que vous avez choisis, dans l'ordre dans lequel vous avez choisi. Et ça c'est bien parce que du coup on peut se faire des raccourcis qui vont faciliter grandement la réalisation en direct, surtout quand on est tout seul. Niveau ressources, c'est quand même une application un peu gourmande qui tire l'essentiel de ses ressources de la carte graphique, donc il faut un gros GPU. Une carte GTX semble être un minimum, plus elle est chère, mieux c'est, comme toujours avec les cartes graphiques en général, hein, c'est souvent comme ça, même si de temps en temps le ratio entre la puissance proposée et le prix exigé n'est pas toujours... Donc il faut un petit peu, faut trouver le juste milieu, mais c'est tout à fait possible. Le processeur, c'est important aussi, évidemment. Il faut des cœurs, hein, comme on dit, et puis il faut de la RAM, comme souvent, pour faire tourner cette application. Mais une fois qu'on a construit sa machine de rêve, entre guillemets, à partir de là, la stabilité est quasiment garantie. Et puis important pour nous, également, dans notre cahier des charges, c'est la possibilité d'avoir une alternative à Skype, et ça existe chez vMix. Ça s'appelle vMix Call. C'est une solution basée sur WebRTC. Mes petits camarades informaticiens l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Web Real-Time Communication. Voilà. Tout est dit. Je vous mets un petit schéma explicatif. Ça fonctionne vraiment bien, et la manière dont vMix l'a intégré est pas mal aussi, puisqu'on a la possibilité de régler la bande passante allouée à chaque intervenant en entrée et en sortie, ce qui permet comme ça de pouvoir garantir quand même, même en dégradant un petit peu la qualité de l'image, de garantir comme ça les communications, ce que ne permet pas du tout Skype par exemple, et donc on a aussi la possibilité de faire des réglages par rapport au son, de décaler le son par rapport à l'image par exemple, ce qui peut se produire de temps en temps quand on fait ce type de communication, c'est des différences des décalages dans le son. Enfin, tout ça est configurable, tout ça est réglable, et ça, c'est bien. L'important, c'est que, du coup, du côté du chroniqueur, il n'a plus besoin d'installer une application pour communiquer avec le studio, avec vMix. Il peut passer simplement par un browser, Chrome, Firefox, Opera par exemple. Ça c'est plutôt pratique évidemment. Ça limite quand même les problèmes de mise à jour dont je vous parlais avec Skype, etc. Et puis un autre point positif, l'air de rien, c'est que l'application
l'application, et c'est la preuve aussi qu'ils ont confiance dans leurs produits, est disponible pendant 60 jours gratuitement en test. Et c'est la solution complète qui vous est proposée, donc sans aucune limitation. Vous pouvez même l'utiliser en production durant 60 jours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre quand même de faire le tour du propriétaire en profondeur et de se faire vraiment une bonne opinion des valeurs de cette application. C'est d'autant plus important que c'est un investissement quand même, hein. On ne va pas se le cacher. C'est pas donné. C'est-à-dire que ça va de 0 $, ce qui est pas cher, mais pour 0 $, vous n'avez pas grand-chose. Et puis ça commence après à 60 $, et puis ça grimpe, jusqu'à 1200 $. En fait, pour être tout à fait précis, mais pour 1200 $, vous avez le top. C'est-à-dire que ça permet d'enregistrer en 4K, ça permet de faire des ralentis, ça permet d'avoir 8 intervenants. 8. On a un problème, nous, hein, avec les 8. Donc 2 x 4 intervenants pour vMix Call. Donc tout ça est très très bien. La troisième application proposée, après OBS et vMix, c'est Wirecast. Wirecast, une application qui est éditée par une société qui s'appelle Telestream, que je suis depuis très longtemps. Et j'avais trouvé ça tout à fait original et très très intuitif. Ça fonctionne avec des couches. Donc on compose comme ça son image, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est peut-être un peu ça le problème, c'est que c'est tellement intuitif et on a l'impression de faire tellement de choses qu'à un moment donné, on se perd un petit peu, on fait des trucs vraiment tarabiscotés, et là, le processeur, il dit au secours, quoi. À un moment donné, c'est juste plus possible, et on dégrade forcément la qualité de l'image, on dégrade forcément tout le process, ça devient un petit peu vilain, et souvent, c'est le cas comme ça, avec des applications qui sont très puissantes, mais très intuitive, on finit par se laisser un petit peu emporter par l'application et on fait des trucs un petit peu excessifs et un peu kitsch aussi, hein, donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire. Mais ça fonctionne très très bien. Au niveau fonctionnalité, on retrouve à peu près les mêmes que chez vMix, c'est-à-dire la possibilité de recadrer, de zoomer dans l'image, de traiter l'image, etc. Moi, ce que j'ai moins bien aimé par rapport à vMix chez Wirecast, toujours, c'est la gestion du son. Ils font des efforts hein, depuis quelques temps maintenant, mais ça a toujours été un petit peu flou pour moi, leur manière de gérer le son dans Wirecast, et le son pour moi c'est important, et donc j'aime bien voir clair dans ce que je fais. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'ai pas vu clair. Donc, vous l'avez compris, hein, si même fonctionnalité au niveau de l'image, bah, là aussi on pourra mettre plusieurs sources dans le même plan, donc plusieurs chroniqueurs dans la même image. Ça c'est bien. Alors côté conférence, bah, là aussi ils ont une solution, aussi basée sur WebRTC, qui s'appelle Rendez-vous en français, s'il vous plaît. C'est le même principe que ce que propose vMix. Gourmand en processeur, Wirecast. Plus en processeur qu'en carte graphique, j'ai l'impression. Il faut beaucoup de cœur. Et un gros processeur, une grosse carte mère, une grosse RAM, tout gros. Et très gourmand. Donc en dessous d'un i7, ça décolle pas, un Wirecast, et donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Donc du coup, il y a un coût forcément au niveau hardware dont il va falloir tenir compte. Il y a une version d'essai de 30 jours, mais qui n'est pas utilisable en production parce qu'il y a une petite voix qui vient de manière régulière vous rappeler que c'est une version d'évaluation, hein. Et donc vous pouvez faire de l'image, mais le son sera inutilisable, mais vous pouvez tout tester de A à Z. Avec 30 jours, je pense que vous avez assez. Je pense même que si vous avez toutes vos billes, en 30 minutes, vous avez fait le tour de Wirecast, hein, tellement c'est intuitif. Chose importante à signaler, c'est que si je me tourne vers des applications software de mélange vidéo, le mélange vidéo, c'est parce qu'il y a une réduction des coûts à un moment donné. Je vous avais parlé du fait que il y a 4 ans, je l'avais écarté pour des raisons budgétaires, parce que il y avait des cartes d'acquisition, du câblage, etc. Il y a une chose qui a bien évolué depuis lors, c'est l'arrivée d'une technologie qui s'appelle NDI. Auparavant, et jusqu'à présent, et encore pendant un petit temps, à mon avis, dans pas mal de milieux, on utilise des câbles coaxiaux pour faire la connectique entre la caméra, le mélangeur, l'enregistreur, etc., etc. C'est un câble coaxial avec son connecteur BNC. C'est ce qu'on appelle le protocole SDI, pour Serial Digital Interface. C'est un protocole qui permet de transporter différents formats vidéo sur d'assez longues distances. Voilà. L'ordinateur est à 2 mètres, ça va, on va pouvoir y aller, hein, c'est bon.
Et donc NDI, qui est proposé par une société qui s'appelle NewTek, réputée dans le monde de la vidéo pour son fameux TriCaster, qui est un mélangeur vidéo, mais un petit peu trop cher pour ce que nous on fait, et qui est à la fois software et hardware. Enfin voilà, c'est une composition globale qui est proposée et qui fonctionne vraiment bien et qui est très très populaire. NewTek donc propose un nouveau standard, on va dire, qui est le Network Device Interface. Network Device Interface. Le réseau, oui. Tout simplement, on va faire passer le son, la vidéo, le data aussi forcément, par le réseau IP, tout simplement. Ça veut dire quoi? Et ça c'est vraiment bien pour ce qu'on veut faire, c'est que n'importe quel ordinateur qui est dans le réseau devient une source vidéo potentielle. Donc les fameuses machines que nous avions destinées à Skype vont pouvoir servir comme source vidéo. Ce qu'il y a de bien avec vMix par exemple, je reviens à vMix 2 secondes, c'est que la compatibilité, elle est garantie en entrée et en sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer vers une machine une image issue du mélangeur et on va choisir cette image. Donc on va pouvoir faire rentrer des images et faire sortir des images via le protocole NDI sans carte d'acquisition, sans câble onéreux, etc. Et ça c'est une belle économie. And the winner is, en anglais dans le texte, on va tester, et on va le tester vraiment en profondeur, vMix, parce que c'est là qu'il y a le plus de choses qui personnellement me parlent. Ça vous l'avez peut-être compris dans mon discours, mais voilà, ça me parle bien. Il y a plein de choses à faire avec cette application, et donc il va falloir mettre un petit peu les mains dans le moteur dans un premier temps, pour un petit peu mettre tout ça à notre sauce, comme on dit, hein, personnaliser un petit peu l'ensemble. J'ai horreur de tout ce qui est template visuel, etc. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se fait avec l'application, on est des fois un petit peu dégoûté. On se dit, mais ils n'ont pas compris ces gens. Pourquoi ils font des trucs moches? Et donc vMix, on va tester, on va voir ce que ça sort. Ce sera la surprise à partir de la semaine prochaine. Je vous invite à nous rejoindre pour notre prochain épisode hebdomadaire avec deux de mes petits camarades pour parler technologie, bien sûr, et passer en revue l'actualité technologique du mois d'août, parce qu'on n'était pas là tout le mois d'août. Donc on a un petit peu de retard à rattraper de ce côté-là. J'espère que ce hors-série vous a plu, que comme ça vous êtes rentré un petit peu dans les coulisses des technos et que vous aurez appris 2 ou 3 petites choses, j'espère. Je le souhaite. N'hésitez pas à poser vos questions, comme on a l'habitude de le dire, en regard de cette vidéo ou partout où il est possible de mettre un commentaire. En général, on a nos yeux un petit peu partout, via les réseaux sociaux aussi, hein, Twitter, Facebook, etc. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux à vos interrogations, quoi qu'il en soit, tous les liens, etc. Et toutes les références sont en regard de ce hors-série. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Salut!